Savez-vous s'il est possible d'entrer dans un monde merveilleux, là où autrefois un roi a décidé d'élire domicile, sans savoir vraiment quelle direction prendre? Il suffit peut-être de suivre la course du soleil, remonter le grand canal, là où le roi laissait voguer des gondoles. Partons à la découverte de Versailles. Marcher autour du bassin d'Apollon, sur l'allée royale du parc, devant le grand canal. À la fin de l'automne, les fontaines ne sont plus en activité. L'eau est calme et l'onde aquatique entoure un impressionnant char de plomb et de bronze doré représentant Apollon. Le dieu du soleil, emblème de Louis XIV, semble surgir des profondeurs, prêt à effectuer sa course autour de la terre. Les 4 chevaux sont figés dans leur fougue, comme pétrifiés, tandis que les oiseaux environ flottent autour du dieu solaire. Et si l'eau et le dieu ne bougent pas, ils forment une unité parfaite avec la nature. C'est André Le Nôtre qui a sculpté la nature pour en faire un jardin à la française. Il a apprivoisé le minéral, il a maîtrisé le végétal, il a dompté l'eau. Avant d'en faire un parc somptueux avec ses 16 bosquets, ses 55 fontaines et ses 43 kilomètres d'allées, il n'y avait ici qu'un vaste marais. Le chantier va durer 25 années. Il faut assécher les terres, creuser le grand canal et installer d'innombrables bassins. Aussi, transporter des arbres et des fleurs. Des milliers d'hommes participent à ce vaste chantier, dirigé par Colbert, puis Louvois. Chaque bosquet est un petit jardin clos par des palissades de verdure, véritable salon de plein air. La cour y venait écouter des fables, des concerts, et chacun des bosquets de Louis XIV était un théâtre de verdure, avec diverses ambiances. On croit être proche d'un élément, et pourtant, on se trouve plus loin qu'il n'y paraît. André Le Nôtre voulait surprendre le visiteur qui traversait son jardin. À chaque pas, à chaque détour, il voulait offrir un nouveau point de vue. Lorsque l'on quitte une masse boisée pour parvenir à la surface d'un bassin, il y a comme un mouvement perpétuel dans le jardin, avec une perspective tout autant qu'une richesse du détail. Louis XIV lui-même a laissé à la postérité un texte sur la manière de montrer les jardins de Versailles. Voici ce qu'il nous dit. On tournera à droite, on montera entre l'Apollon de bronze et le Lantin, et l'on fera une pause aux corps avancés, d'où l'on voit Bacchus et Saturne. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le bassin de Saturne est encore là et représente l'hiver. Saturne trône au centre, entouré de petits amours sur une île parsemée de coquillages. Bacchus n'est pas loin, il représente l'automne entouré de 4 petits satyres. Dieu du vin, dieu de l'ivresse, il symbolise l'époque des vendanges. Pan, dieu des bergers et des troupeaux, observe les visiteurs. Le visage d'Apollon, dieu du chant et de la musique, semble absorbé par les sons de la nature. La clarté tient dans sa main un soleil rayonnant et semble nous montrer le chemin à suivre. Il y a aussi les taupières, c'est-à-dire les arbustes taillés en forme géométrique. Ils sont aujourd'hui le résultat du travail méticuleux du jardinier. Nous
les marches, on se sent invité à se rapprocher de l'entrée. Il est impossible de résister à cet appel. Est-ce le passé, dont l'écho opère comme un aimant? Serait-ce la magie de cette architecture symétrique qui attire le regard tout comme le corps? Est-ce la présence du roi qui semble attendre encore le visiteur? Il y a comme une invitation, l'envie d'une rencontre. Et aussi, il y a ces clés que la main trouve au fond du manteau, comme une évidence, une magie qui permet peut-être de remonter le temps. Une fois dans la galerie basse, le silence. Pas une âme, pas une voix ne retentit. Passons par l'escalier Louis-Philippe qui mène aux grands appartements. Aujourd'hui, les époques se chevauchent au château. Tant de rois et tant de reines ont vécu ici, qu'il n'est donc pas rare de faire des bonds de quelques centaines d'années d'une pièce à l'autre. Mais quel que soit l'endroit, il y a toujours la trace du roi Soleil sculpté dans les éléments, et son emblème Apollon sculpté sur les portes, dans les bois, dans le marbre. Toujours personne dans le château, toujours le silence. Les témoins des siècles passés n'habitent plus les lieux, mais les salles sont remplies de meubles et d'objets qui sont autant de traces et de témoignages du passé. Cette table en mosaïque de pierre dure nous montre la carte de France et d'Europe présentée à Louis XIV par le mathématicien Claude-Antoine Couplet. Le marbre, la pierre dure et l'albâtre qui dessinent les fleuves sont d'une douceur et d'une pureté incroyables au toucher. Le temps n'a pas abîmé l'éclat du marbre ni son toucher lisse, et du bout du doigt, tel un démiurge, il est possible de refaire des mondes, de ressentir les contours géographiques de la France. Refaire des mondes. Une autre table de style Louis XV veut nous parler du passé. Le bureau de la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919, témoin de 32 puissances réunies. Les mains de Clémenceau pour la France, de Wilson pour les États-Unis, scellent la fin de la Première Guerre mondiale. Dans le château de Versailles, les périodes historiques se chevauchent, cohabitent. Le cliquetis des horloges les traverse inlassablement. Si les orfèvres et les horlogers n'ont pas survécu, leur création, elle, continue de nous rappeler que le temps passe, qu'il passe continuellement. À Versailles, faut-il courir après le temps? Faut-il le remonter? Le salon d'Hercule nous permet de faire une pause. Qu'est-ce que le château dans l'instant présent? Dans le présent, il y a la matière, bien réelle, et il y a notre corps qui capte toute la résonance des lieux et des objets. Le château a-t-il une mémoire? En traversant les salles de Louis XIV, peut-être pouvons-nous aller à la source de cette mémoire. À travers l'enfilade des 10 salles se dévoile le règne de Louis XIV, de son enfance à sa mort. Elle prend racine dans le talent de ceux qui autrefois ont sculpté, ont fait danser des pinceaux sur des toiles et mêlé les pigments pour dresser des portraits fidèles et vivants. Ils sont tous dans cette salle, les portraitistes du roi. Hyacinthe Rigaud a élevé le genre du portrait à sa plus haute expression. C'est lui qui a définitivement figé l'image de Louis XIV en des poses solennelles, des draperies chatoyantes. Les mains des peintres sont expressives. Elles tiennent des pinceaux, des étoffes et caressent le papier. Grâce à eux, la collection de portraits du château de Versailles est exceptionnelle. Les artifices sont nombreux pour montrer son rang, se mettre en valeur et laisser de soi une image idéale. Louis XIV aimait beaucoup les femmes. Il avait fait faire le portrait des dames de la cour. Et si ces femmes n'ont aujourd'hui plus de corps et ne respirent plus, elles sont pourtant toujours présentes, expressives. Et le désir du roi les a immortalisées sur la toile. Les voici rangées et empilées dans leurs tableaux, formant un ensemble méthodique et minutieux. Tout appelle à la vie et à la séduction, à la douceur aussi. La douceur des mains.
livres se cachent des portes, et nous voici arrivés dans la bibliothèque de Louis XVI. Il avait fait aménager pour son usage personnel une suite de pièces prenant jour sur la cour de marbre et la cour royale. Cette bibliothèque avait l'avantage d'être de plein pied avec son appartement. Il venait y lire, s'y évader, rêver sans doute. Autrefois cabinet des raretés de Louis XIV, cette pièce fut utilisée par Louis XVI comme salon des jeux. Après le repas pris dans la salle à manger, les convives venaient prendre le café et jouer. Le roi aimait jouer au tric-trac. Ses frères jouaient au billard, mais aussi au whist. Encore des tables qui ont entendu. Encore des tables qui ont assisté au jeu. Toujours dans l'appartement intérieur du roi se trouve la salle la plus petite du château, le cœur de l'intimité du roi, le cabinet de garde-robe de Louis XVI, ultime chef-d'œuvre de l'art royal versaillais, exécuté à la veille de la Révolution. Les boiseries sculptées sont d'un extrême raffinement néoclassique. Nous voici ici au cœur du pouvoir, où sont déclinés les grands domaines du gouvernement. Les sciences, avec l'aigle qui fixe le soleil, le parchemin avec les phases de la lune, le globe terrestre. Les arts, avec la lyre, l'équerre, une colonne ionique et le torse du belvédère. La marine, avec la coque d'un navire, un gouvernail et une tête de Neptune. Le commerce, avec un sablier, une balance et des poids, des livres de comptes. L'agriculture, avec une charrue, un fouet et un arère pour fendre la terre. La guerre que l'on reconnaît avec la hache, un bouclier et une cuirasse. C'est un arrière-cabinet ultra intime où tout est blanc, où tout est or, sous la protection du dieu Apollon, qui est également représenté. Rendons-nous au cœur du château, dans l'appartement du roi Louis XIV. Il s'agit là de la dernière chambre du roi. C'est la pièce la plus importante et la plus symbolique de l'appartement royal. C'est ici qu'avaient lieu les cérémonies du lever et du coucher. Il y recevait même certains courtisans et ambassadeurs. Il y est mort le 1er septembre 1715, après 72 ans de règne. Mais si le roi n'est plus, restent les éléments et les grains qui servaient à le magnifier. Le château est encore intact. L'humain est devenu poussière. Mais l'éclat et la grandeur sont bien encore en ces lieux. Marcher seul dans la galerie des glaces et étendre sa conscience sur les 73 mètres d'un lieu suspendu, magique. Ce ne sont pas la trentaine de compositions de la voûte peinte par le Brun, illustrant l'histoire glorieuse de Louis XIV, qui permettent de voyager. Peut-être davantage les 357 miroirs qui font face aux fenêtres et qui sont eux-mêmes des fenêtres vers le merveilleux. C'est peut-être par eux qu'il faut passer pour retrouver les courtisans de l'époque. Dans l'instant présent, il reste une fois de plus les matériaux qui ont absorbé ou oublié les souvenirs des grandes réceptions et des mariages princiers. Les lustres de cristal sont bavards et chuchotent de leur pureté diaphane. Si les voix ne remplissent plus l'espace, si les esprits ne peuvent plus communiquer, alors il nous reste d'autres témoins. Interroger le matériau avec son corps, de tout son corps, et peut-être obtenir un début de réponse. Aligner des morceaux d'étoffe, c'est comme rendre à un piano les touches nécessaires à sa résonance et à sa mélodie. Toutes les nuances, toutes les époques, les modes passés, le contact du tissu ou de l'étui.
tout son être, de toute son humanité, de tout son mystère, de tout son présent, rien que son présent, que nous racontent ses étoffes, ses textures, ses couleurs, ses éclats. Ce brocart d'or et d'argent sur fond cramoisi de la chambre du roi. Au cœur de cette rêverie, le corps est comme enivré, riche de toutes ses sensations. Ses tintements, ses cliquetis, ses réminiscences, ses odeurs de parquet ciré. Il n'y a plus qu'à accueillir, à fermer les yeux et se souvenir